Bonjour à tous et à toutes, ou dans l'autre sens, à tous et à tous. Merci d'avoir répondu à l'appel du Festival Haïti 221. C'est le dernier jour. J'espère qu'on ne vous a pas trop épuisé en 3 jours. Et on est parti aujourd'hui pour une superbe conversation avec Jean-Hérien Samson, d'où j'oublie Jean et Erickson Jeudi. Et en créole haïtien, dans l'imaginaire haïtien, on a deux expressions pour parler du départ, pour parler de l'exil. On a d'un côté l'expression, le mot pâti et l'autre mot voyager. Et n'importe quel haïtien sait que les deux ont beau être synonymes, les deux ne veulent pas dire la même chose. Avant de commencer de passer la parole, juste une courte présentation de chacun des intervenants. On a d'un côté, à ma gauche, Erickson Jeudi, qui est auteur dramatique, qui est poète, philosophe et spécialiste en gestion et développement de projets culturels. Il est lauréat de plusieurs prix et fondateur du festival Traces et Mémoire. Et plus récemment, c'est-à-dire en 2024, il a fondé l'association Le Nœud Bleu. Il réfléchit sur les arts comme cadre de résolution des conflits et de consolidation de la paix dans un monde de plus en plus menacé par les conflits armés. Et à ma droite, il y a Jean-Hérien Samson, qui est aussi poète et qui est chercheur. Il est doctorant en recherche-création à l'Université de Limoges, donc nous sommes dans sa ville, dans un certain sens. Il assure la direction artistique au sein de l'association Vague Littéraire et qui assure elle-même la publication de la revue Docréies, qui est une revue, pour ne pas dire la seule, qui essaye de bâtir des ponts entre les communautés créoles et créolophones, parce que la créolité est un phénomène linguistique, mais aussi un phénomène culturel et historique lié à la colonisation. Et parler de créolité, c'est aussi parler d'exil. Samson est aussi membre du collectif Poétisme. Il explore l'art poétique comme acte politique et création de liens. Aujourd'hui, on va parler de la question de l'exil et j'arrête de monopoliser la parole et je la leur passe directement. Par qui est-ce qu'on commence? Par le poète ou par le poète? Désolé. Mais je vais commencer avec. On parlait de Docréies. Ça, c'est le numéro 6 qui est sorti l'année dernière. Donc, avant de commencer, j'aimerais bien lire un petit texte de Steven Azima qui contextualise un peu ce qu'on va dire aujourd'hui. Fruit de la résistance. Sur une terre condamnée, une graine tombe, brave, elle s'accroche, résiste et perdure. Dans l'ombre, un germe d'espoir s'enracine, contre l'obscurité, une rébellion silencieuse se prépare. Le paysan rêveur cueille enfin son fruit. Patient, il a vu le tout émerger de la partie. Au marché, un kaléidoscope de sons, de couleurs, de saveurs s'anime pour raconter la possibilité d'une autre histoire. Mais, de main en main, le parcours de notre graine s'évanouit. La mémoire du fruit se dissipe. Pourtant, chaque bouchée reste un écho, un hymne à l'espoir, né de territoires perdus. Steven Azima. Alors bonjour, déjà la présentation a été faite. Je vais commencer par, je vais poursuivre par cette métaphore naturelle de la graine et tout. Là, je lis un extrait de ce recueil, et même Boy ne salue personne. C'est un recueil que j'ai rédigé en 2021. Je vais lire cet extrait. Bon, après, je vais terminer par un autre extrait, par un autre poème. Mais là, je vais commencer par ça. C'est la saison de la tombée des feuilles. Me voici éparpillé dans des fioles d'inquiétude. Nulle frondaison n'est à l'abri, nul feuillage n'est trop vert pour se jaunir. Feuilles brisées dans la tourmente du temps, tout arbre en laissera quelques-unes sur les pavés inégaux. On commence comme ça dans la métaphore de la feuille, de la nature. Alors,
C'est à moi de commencer, j'imagine. Alors, quand j'ai reçu l'invitation de participer à cette discussion sur l'exil, j'ai dit à Darline que je n'étais pas du tout spécialiste de la question de l'exil, mais elle m'a fait comprendre qu'il y a plusieurs façons d'être spécialiste de quelque chose. C'est de le vivre, c'est de le vivre ou peut-être de l'étudier. Alors là, je vais essayer de parler de quelque chose, de l'exil, bien sûr, en des thèmes pas très académiques, mais on va essayer de voir, et comme j'ai vu avec Samson. Alors, je crois que le thème de cette conversation aujourd'hui, c'est diaspora haïtienne, l'exil, pour porter autrement le chaos du pays. Alors, ce que j'ai essayé de voir, c'est qu'il y a plusieurs déclinaisons pour l'exil, il y a plusieurs façons de décliner l'exil, soit par un déplacement forcé, ou peut-être par un déplacement voulu, non forcé, mais qui est marqué par un retour impossible, ou peut-être par la volonté bien lucide de partir ou ne pas revenir. Et là, parler de l'exil dans notre cas, dans le cas d'Haïti, je pense qu'on fait face aux trois situations, à ces trois déclinaisons. Alors, dans la formulation de ce sujet, on peut voir l'exil aussi. Alors, l'exil peut être ne pas partir, c'est pas forcément partir, car si on prend le verbe partir, ça peut être on part, on quitte un lieu, mais dans la formulation, on part avec le chaos du pays. C'est-à-dire, on essaie de partir avec ce que l'on fuit. Donc, si on part avec ce que l'on fuit, et c'est en quelque sorte, on reste accroché à son point de départ. C'est-à-dire, on ne quitte pas ce que l'on fuit. Et en d'autres termes, on peut être aussi ce que l'on fuit. On peut être ce chaos qu'on essaie de fuir. Alors, j'ai essayé de m'aventurer sur un champ plutôt mathématique avec trois verbes, fuir, s'effacer et s'exiler. Alors, fuir peut être aussi s'effacer, fuir peut être s'exiler. Mais s'exiler n'est pas forcément s'effacer. Et ou peut-être s'exiler, c'est même l'impossibilité de s'effacer de son lieu. Ce qui représente, à mon sens, un dilemme logique ou mathématique. Donc, on a trois éléments. A, fuir. B, s'effacer. C, s'exiler. En langage mathématique, si A égale B, alors et B égale C, forcément A égale C. Or ici, on a A, fuir, qui correspond à s'effacer. On a A, fuir, qui correspond à s'exiler. Et alors, s'effacer ne correspond pas forcément à s'exiler. Alors, dans une petite réflexion, je me suis demandé comment résoudre ce dilemme si solution il en existe. Et j'ai proposé, par exemple, de prendre le verbe voyager, comme Mélissa l'a souligné. Et c'est le voyage, à mon sens, qui fait la différence. Et voyager, c'est différent de s'exiler. Alors, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce qu'on voyage? Est-ce qu'on part en exil? Mais j'ai un peu réfléchi sur le verbe voyager. Voyager, c'est aussi synonyme de mourir. Le voyage, c'est la mort, en quelque sorte. D'où la métaphore faire le grand voyage pour signifier la mort. Mais dans un sens beaucoup plus métaphorique aussi, cette mort, c'est la cessation de son existence dans un espace-temps donné. C'est-à-dire, quand on voyage, on essaie de s'effacer, on essaie de s'extirper, si on peut dire ça, d'un espace-lieu, d'un ancrage.
Et ce voyage aussi n'est pas que la mort, mais c'est aussi résurrection, renaissance. On essaie de s'effacer, de mourir à un endroit pour revivre à un autre endroit. Alors, ce qui arrive dans l'exil, c'est qu'il n'y a pas cette possibilité de s'effacer de sa terre natale. Et je pense que c'est la grande différence avec le voyage, parce que l'exil, c'est toujours malgré soi, que ce soit par une volonté lucide, mais je suis lucide dans la mesure où je ne peux plus rien, donc c'est toujours malgré soi. Et là, ça me pousse à penser à une citation de Kierkegaard qui dit en quelque sorte, qui désespère ne peut pas mourir. Donc, c'est-à-dire le désespoir ne laisse pas la place à la mort, et par correspondance, dans l'analogie, le désespoir ne laisse pas la place au voyage. Donc l'exil devient en réalité cette impossibilité du soi à réapparaître ailleurs aussi, puisque c'est aussi la réapparition, la renaissance. Si c'est l'impossible pour la personne exilée de mourir dans sa terre natale, mourir ça peut être violent comme mot, mais oui, de sa terre natale, c'est aussi cette impossibilité de renaître ailleurs. Donc, c'est-à-dire impossibilité de faire racine, comme on est dans la métaphore de la nature. Donc, c'est ce rapport à soi qui est un peu bouleversé. C'est en quelque sorte ce que je peux dire, c'est le soi devient aussi chaos. Donc, quand on porter le chaos du pays, c'est pas seulement porter le chaos du pays, on porte ce que l'on est, c'est-à-dire chaos, c'est-à-dire c'est un soi qui n'est ni mort, ni complètement vivant, mais qui est si on peut dire, qui est entre la mourance et la vivance, si je peux me permettre ces termes. Donc, c'est en soi, en quelque sorte, qui se meurt dans son impossibilité de mourir, d'où la nécessité de s'accrocher à quelque chose qui lui est propre, le chaos. Donc, c'est juste pour dire, porter le chaos du pays, c'est peut-être cette manière, ce moyen d'exister ailleurs, parce que c'est impossible d'exister autrement que par ce chaos. Et ça, alors comme on avait dit, je vais essayer de prendre des exemples un peu banals, c'est-à-dire dans ce que nous faisons en tant qu'Haïtiens. Je parle au nom de certains Haïtiens que je connais. Il y a aussi cette impossibilité d'exister dans la terre étrangère, qui est la France, bien sûr, ici, dans ce cas précis, sans penser à Haïti, sans agir pour Haïti. Donc on est en Haïti de 121, et Samson, qui est dans Docryès, c'est un peu la culture créole, par contre d'Haïti. Et moi aussi, je travaille sur un projet, comme on a dit. Il y a une association, l'association Le Nœud Bleu, et qui travaille sur la construction, la consolidation de la paix. Et c'est difficile de penser nos projets sans que ce soit lié à Haïti. Mais plus que ça, c'est l'impossibilité d'être reconnu par l'autre en dehors de ce chaos. Donc, quand on est quelque part, on se présente, on se dit haïtien, et ça nous revient toujours en pleine figure, et barbecue alors, et Iso, et Matissan. C'est-à-dire, là, on est vraiment... même si volonté il y en avait
de se détacher un peu de la réalité du pays, mais on est le visage, en quelque sorte, du chaos. Et à chaque fois, la question nous revient, comment ça se passe en Haïti? J'ai vu qu'il s'est passé telle ou telle chose en Haïti, et c'est quoi les nouvelles? Alors, on essaie de porter ce chaos, on essaie de discuter autour de ce chaos, de créer autour de ce chaos, mais aussi de dire, ben, je suis en quelque sorte, ou j'existe dans ce chaos que je ne vis pas directement. Et en fait, que faire sinon agir en périphérie, en marge de ce chaos, dans l'espoir que ça contribue et à une éventuelle solution. C'est-à-dire, porter le poids du chaos, il y a deux façons de porter le poids. On peut vraiment porter le poids comme quelqu'un qui en subit les conséquences, mais on peut porter le poids pour rendre le chaos plus léger, pour rendre le voyage possible. Donc c'est en quelque sorte, là je vais m'arrêter, ça va être une discussion, mais c'est en quelque sorte ce que moi je voulais dire sur cette question, c'est on porte le chaos parce que nous sommes, par les personnes que nous sommes, par notre identité, et on nous reconnaît malgré nous, comme l'exil est malgré soi, mais on nous reconnaît malgré nous comme représentant, comme visage de ce chaos, comme quelqu'un qui est naturellement habilité à parler de barbecue, à parler des gangs. En quelque sorte, nous sommes tous une sorte de journaliste du malheur, du chaos qui se passe en Haïti. Merci. Merci beaucoup, Erickson, et ça fait d'autant plus écho à la présentation de la pièce qu'on avait eu, une petite piécette qu'on avait eue le premier jour du festival, et le titre du spectacle, c'était « Une histoire qui me colle à la peau ». Et de plus en plus, l'histoire d'Haïti, peu importe où on est, à partir du moment où on dit « je suis haïtien, haïtienne », où on est reconnu comme tel, on a cette histoire. Moi, j'ai l'impression que ça fait 3 ans que je vis avec Barbecue parce qu'on ne m'en a jamais autant parlé qu'en dehors d'Haïti. Poète. De ce côté, toi, tu as aussi une histoire qui est encore plus particulière parce que tu es ambassadeur via la revue d'OCREIS, de construction de ponts à travers les langues créoles. Et les langues créoles, on ne peut pas parler de chaos sans parler des langues créoles parce que le processus de créolisation, même dans l'histoire post-coloniale qu'on connaît, c'est un processus de chaotisation, de résistance par la chaotisation et la réappropriation du chaos pour construire des espaces communs, des espaces de résistance linguistique, culturelle, historique, etc. Et en particulier avec l'histoire d'Haïti qui est, on peut décider si c'est un pays bilingue, un pays diglossique, etc. Mais aujourd'hui, c'est quoi ta position individuelle? Donc, Jérien Samson, créateur, personne bilingue, et aussi en tant que personne qui travaille sur la question des créolités ou des créolitudes, comme j'aime bien le dire. Ça fait beaucoup de questions. Mais tout d'abord, merci Darline pour l'invitation et pour aussi cette initiative. Et je suis très heureux de partager pour la première fois un panel avec Erickson et Mélissa. On se connaissait déjà en Haïti, on partageait les mêmes milieux, les mêmes événements, mais on n'a jamais eu l'occasion de discuter ensemble, en fait. Parce que, et pour votre info, en Haïti, il y a plein d'initiatives culturelles, littéraires, militantes. Il y a plein d'espaces où chacun essaie de proposer quelque chose pour permettre justement à la population, à l'espoir de vivre en fait dans ce carreau. Et merci Erickson pour cette introduction théorique par rapport à la question d'exil et le carreau.
Et moi, je vais, bien avant de revenir sur la question de la revue de Créiès, donc sur les projets qu'on porte ici pour porter, entre guillemets, le carreau du pays, encore entre guillemets. Et enfin, je voulais dire que, en fait, moi, à la base, je ne me considère pas comme un exilé. Et pour être pragmatique, je ne suis pas exilé parce que je n'étais pas contraint, en fait, de quitter le pays pour venir habiter ici. Peut-être que par la suite, j'ai été forcé de rester par rapport à d'autres événements, notamment le Covid et aussi la situation haïtienne. Et j'ai quitté Port-au-Prince pour la dernière fois, c'était en mars 2020. Mars 2020, avant, je faisais plusieurs allers-retours à Limoges, notamment pour des résidences de rencontres, professionnelles et aussi de création autour de la revue. C'était la première personne qui m'avait accueilli, qui est la Nadine Chos, qui était à l'époque secrétaire générale des Francophonies des Écritures à la scène, qui m'avait accueilli pour la première fois à Limoges, dans le cadre d'une résidence de création et aussi de rencontres professionnelles. Ça, c'était en 2018. Je suis revenu en 2019, etc. Et en 2020, je suis arrivé en mars pour une résidence encore de recherche-création et dans le Lot-et-Garonne et aussi à Limoges. Et je me suis confronté justement à la question du Covid. Donc, du coup, j'étais venu pour un mois et je ne pouvais plus retourner en Haïti. Donc, comme à la base, je voulais, par rapport à la revue et aussi à la recherche, je voulais reprendre les études. Donc, du coup, je suis installé à Limoges pour un master et par la suite la thèse en recherche-création. Et donc, tout ça pour vous dire que, en fait, le plus dur de cette situation, c'est que je n'étais pas exilé politiquement. Je ne suis pas un exilé politique. Je ne sais pas pour les autres personnes. Je ne suis pas un exilé politique. Mais après le Covid, je rencontre l'impossibilité, en fait, de revenir dans ce pays parce que là où j'habitais est plus praticable, en fait, est devenu no man's land. Et mon quartier, là où j'habitais, là où j'ai fait plein de projets, donc du coup, j'étais plus chez moi. Et la situation du pays jusqu'ici a tellement évolué. Et nous, on est devenus des exilés et on est devenus des étrangers. Je pense qu'en ce moment, moi, après 5 ans passés ici, le paysage haïtien, politique, culturel, social, économique a tellement été bouleversé, chamboulé. Moi, je reviens maintenant à Port-au-Prince, je suis un étranger. Donc, déjà, je parle pas leur langue. En fait, la langue haïtienne, je ne le parle pas, ce n'est pas la langue créole. En fait, les expressions, les trucs, les signes, je ne les comprends plus. Parce que, en fait, les gangs armés, le paysage a tellement changé, bouleversé depuis 5 ans. Et toi, tu arrives, tu n'es plus haïtien, en fait. Après 5 ans passés ici, moi, je ne suis plus haïtien. Et donc, du coup, c'est cette violence-là que je voulais soulever par rapport à cette thématique. Et après, la violence va plus loin, hors de nous, ici, parce qu'on parle d'exil, comme Erickson l'a dit, pour une personne qui était contrainte de quitter, de voyager, de quitter son pays pour aller dans un autre pays et sans la possibilité de revenir. Et les Haïtiens en Haïti qui sont confrontés à cette situation dramatique, est-ce qu'ils ne sont pas des exilés dans leur propre pays? Ça, c'est la grande question. Est-ce que moi, je suis le représentant des exilés? Non, pas du tout. En fait, le plus grand exilé d'Haïti, c'est les Haïtiens. Les plus grands exilés, c'est les Haïtiens eux-mêmes, à Port-au-Prince. Déjà, ils traversent de point en point pour trouver souffle. Ils n'arrivent pas. Ils sont déplacés constamment à d'autres pays. Donc, du coup, ils ne sont plus chez eux, en fait, même s'ils sont sur le territoire. Ils n'arrivent pas à s'exprimer, ils n'arrivent pas à bouger. Et même les manifestations en Haïti, c'est devenu compliqué. Parce que tout le monde est armé, les gangs armés sont partout. Donc du coup, même les manifestations politiques, c'est un peu compliqué en ce moment. Donc la population haïtienne est la plus grande exilée de cette histoire. Et oui, je peux me considérer comme la diaspora, parce que je ne vais pas en Haïti en ce moment, mais l'exilé même, c'est à Port-au-Prince, en fait. Et ça, c'est aussi une très grande violence, en fait. Tu vois, tu es chez toi, tu n'arrives même pas à circuler, à t'exprimer convenablement.
Nous, on a la possibilité de s'exprimer hors de ce pays parce qu'on n'est pas dans le pays, mais les gens qui sont dans ce pays, ils ont la difficulté de s'exprimer, la difficulté de bouger, la difficulté d'aller faire la fête. Et ça sort le matin et il faut que ça rentre à 15h, 16h, il faut que ça rentre chez soi, en fait. Donc, il n'y a pas pire qu'un exilé comme tel. Et donc, ce qui nous tient en vie, et parce que, là, en fait, ce qui est difficile aussi, c'est de dire que mais moi, qu'est-ce que je peux faire, en fait, dans cette situation, au point de vue politique concrète. C'est ça la grande question. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, la diaspora haïtienne en France ou aux États-Unis, au Canada? On peut pas faire grand-chose concrètement au point de vue politique. Parce que le problème d'Haïti n'est pas qu'un problème haïtien. Le problème d'Haïti est beaucoup plus grand que ça. C'est un problème historique. Il faut comprendre l'histoire d'Haïti, le cheminement en fait, de l'histoire d'Haïti pour comprendre ce qui se passe en ce moment. Ce n'est pas un bonjour, les Haïtiens décident d'être violents, en fait. Non, déjà les armes qui circulent dans les quartiers, d'où ça vient, on n'a pas eu la chance d'avoir des industries d'armes, d'avions, on n'a pas cette chance-là. Donc on ne conçut pas ce genre d'engin, d'où ça vient. Donc du coup, tout ça pour vous dire que le problème d'Haïti est beaucoup plus grand que ça. Donc nous, même ici, on essaie de faire quelques actions qui permettent en fait à d'autres personnes qui ne sont pas conscients de cette situation, de leur éclairer en fait sur l'histoire, sur comment les Haïtiens vivent cette situation et comment on traverse les réalités quotidiennes actuelles. Je reviens sur les projets qu'on porte. Enfin, moi personnellement, avec une association qui s'appelle l'association Vague Littéraire, avec Darlene Gilles ici présent, on avait lancé en 2016, et le premier numéro est sorti en 2017, la revue d'Ocries. Et l'idée de cette revue, c'est né à Port-au-Prince, en fait. C'était pas d'être exilé ou de créer un truc, montrer qu'est-ce qui se passe en Haïti. Donc l'idée, c'était vraiment construire un foyer de résistance, de rencontres et d'échanges à Port-au-Prince, en Haïti, entre les mondes créoles. Parce que Haïti, c'est le plus grand pays créolophone au monde. C'est le plus grand pays où il y a un grand nombre d'habitants, la majorité d'habitants parlent le créole. On est 10 millions, presque 11 millions à parler créole. C'est le plus gros foyer créolophone au monde. Donc on s'était dit, et cette histoire de créole, Haïti aussi, a été la plus grande faille qui avait donné naissance à la question de la liberté des nègres, de la liberté de tout le monde, en fait, à travers le monde, en fait, de tous les peuples opprimés. D'ailleurs, Dessalines l'avait dit, après l'indépendance, que toutes les personnes qui se sentent opprimées, la terre d'Haïti est ouverte à eux. Venez. Et c'est le premier pays qui avait instauré en fait, ce système. Et jusqu'à maintenant, en fait, toute l'histoire d'Haïti, on va voir qu'il y a plein de communautés opprimées qui sont arrivées en Haïti. On leur a donné automatiquement la nationalité haïtienne. Donc, tu connais beaucoup plus que moi ce côté-là de l'histoire, parce que ce n'est pas forcément mon champ de recherche. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Et la revue d'Ocries a permis justement à Haïti de recoller ou encore d'essayer de se relier avec les pays et régions créolophones de la Caraïbe ou de l'océan Indien. Parce qu'il faut savoir aussi, on est créole à côté des pays créoles, Martinique, Guadeloupe, qui sont des territoires français. On n'a pas vraiment un lien comme ça devrait être, en fait. On n'avait pas forcément des liens comme ça devrait être entre ces pays créolophones-là. Parce que c'était une volonté de l'empire colonial, de la France, en fait, de ne pas laisser en fait, ces territoires se frotter avec les Haïtiens qui ont osé tenir tête à leur puissance, quoi. Et donc, on ne sait pas exactement ce qui se passe là-bas. Et eux non plus, les nouvelles, il y a eu des migrations un peu. Et les Martiniquais et les Guadeloupéens ont rencontré des Haïtiens, forcément. Ils ont écouté le compas, parce que quand je parle de ça, la première chose qu'on me dit, ouais, mais on connaît le compas. Ben oui, ils ont écouté le compas, hein. Mais la grande majorité d'Haïtiens, d'Haïtiennes ne savent pas exactement ce qui se passe.
Durant on avait un festival aussi qui s'appelle Rencontre des cultures créoles qu'on a fait 3 années, 2017, 2018, 2019. Et à un certain moment, chaque année, il y avait des Martiniquais, Mauriciens, Réunionnais qui venaient en Haïti pour faire des expériences créoles en Haïti. Et quand je vous dis expérience créole, c'est-à-dire c'est pas que sur un panel et tout, il y avait des activités dans les marchés, dans des espaces publics où la population en fait pouvait poser des questions en créole avec ces artistes et ces chercheurs. Et les Haïtiens étaient ah ouais, on savait pas que à l'autre bout du monde il y avait des gens qui parlaient créole, les Réunionnais ou les Martiniquais. Donc du coup, ça a permis justement de voir qu'on n'est pas les seuls en fait, on n'est pas seuls en fait. Il y a des gens partout qui nous comprennent, qui comprennent notre lutte, qui comprennent notre langue, qui comprennent ce qu'on traverse. Et c'était pour moi, en fait, un projet très intéressant, mais malheureusement, le chaos du pays, la situation s'est commencé à dégénérer à partir de 2019 et on a arrêté en 2020. Et depuis, la situation à Port-au-Prince, en Haïti, et voilà. Et quoi d'autre ? C'était quoi la question encore ? C'était vraiment ce rapport à la langue, parce que, comme l'a posé l'équation de Erickson tout à l'heure, ça ne veut pas forcément dire de s'effacer quand on est exilé, qu'on le choisisse ou pas. Et d'ailleurs, on va revenir tout à l'heure quand je ne vais pas monopoliser la parole, parce qu'il faut aussi qu'on ait la discussion avec le public. Moi, c'était de savoir comment toi, en tant que personne qui est dans ce double chaos, le chaos physique de l'impossibilité du retour, parce que ce n'est pas un désir au départ de rester t'installer pour X années en France, ça a été ok, tu es là, je suis là, je fais quoi, je fais ça. Donc il y a déjà ce premier pas physique, et le second qui est plus au niveau des idées et de la linguistique, sachant que tu es une personne, et comme beaucoup d'Haïtiens, soit bilingues, soit diglossiques, vous choisirez le mot que vous préférez, qui est dans ce rapport chaotique à la langue, de fait de l'histoire de la créolisation d'Haïti, et aussi du fait que on est porteuse de ce chaos linguistique aussi. Ouais, en fait, tu peux le dire, on vit comme tous les pays et régions créolophones, dans la Caraïbe ou aussi dans l'océan Indien, on vit une situation diglossique. Même, c'est dur de le dire, hein, mais nous, on est le premier pays indépendant qui a statué sur une langue qui est la langue créole. Mais par contre, le problème, c'est que les anciens, ils étaient contraints justement à choisir un système, le système de l'oppresseur, le système du colon. C'est-à-dire la constitution haïtienne a été copiée sur la constitution française à l'époque. Vous voyez ? Donc du coup, on ne nous a pas laissé le choix, que je dis, c'est pas nous en fait qui avons pris le choix de brasser le système colon, mais on ne nous a pas laissé le choix. Déjà après l'indépendance, on nous a dit, tous les grandes puissances nous braquaient comme ça, dire que si vous n'arrivez pas à payer à la France, on ne reconnaît pas votre indépendance et on vous bombardera. Quand on vous dit ça, c'était les grandes puissances, l'Allemagne, les États-Unis, l'Angleterre, toutes les grandes puissances du monde braquaient leurs canons sur nous pour dire que embrassez le système colonial, sinon on vous bombardera. Il n'y aura plus ce bout de terre-là sur le globe. Donc du coup, les anciens étaient obligés d'embrasser le système colonial et de payer la dette de l'indépendance à la France. Et justement, Dessalines, qui a tenté de voir autrement ce système et de proposer autre chose, il a été assassiné justement par les fils de colons. Et ouais, tout ça pour vous dire que même malgré une révolution très, très tôt, une indépendance très tôt, on vit encore aujourd'hui dans un système linguistique diglottique parce que le français a toujours resté la langue de la bourgeoisie. La langue de la bourgeoisie et la langue du peuple, le créole, a été toujours écarté en fait de la sphère des élites, de la sphère intellectuelle. Bon, à un certain moment, on a eu l'Académie créole haïtienne, intéressant, qui est un peu tardif aussi, on va dire, mais il y a eu aussi pas mal de foyers de résistance qui s'est émergé, dont nous, on fait partie aussi de cette génération qui a vraiment, deuxième génération, on va dire, qui a vraiment combattu pour que la langue créole soit une langue à part entière comme le français, c'est-à-dire une langue capable de faire littérature, une langue capable de faire science, une langue capable de faire culturel et de s'exprimer partout. Mais le problème, encore une fois, qui se pose par rapport à cette question de diglossie,
Donc, du fait que le créole a été réduit à son degré le plus moindre, ça veut dire que c'est une langue pour le bas peuple, pour les gens qui ne savent pas lire, etc., théorisée, voilà. Et une langue qui n'est pas vraiment une langue. Vous connaissez tous un peu ça, c'est un dialecte, on disait que voilà, et comme le breton ici, que la France a décidé de dire que ce n'était pas vraiment une langue, comme toutes langues régionales, et la France a dit au sein même de sa population que ce n'est pas des langues, qu'il y a une seule langue, que c'est le français parisien, etc. Donc du coup, ça a aussi été exporté vers les anciennes colonies et vers les colonies actuelles aussi, à savoir la Réunion, la Martinique et la Guadeloupe. Donc ce système-là en Haïti est présent en Martinique, en Guadeloupe et à la Réunion aussi. Donc la langue créole, ce n'est pas une langue. Mais heureusement, il y a des foyers de résistance de militants que ce soit en Haïti ou en Martinique, Guadeloupe, on connaît la fameuse période des années 60, des années d'indépendance, où il y a eu aussi des années plus tard, des années 80, avec les loges de la créolité en Martinique et à La Réunion avec Boris Gamaléa, poète rayonnais, qui a beaucoup travaillé sur la langue créole rayonnaise, etc. Et ça a fait qu'en ce moment, on parle beaucoup plus, il y a beaucoup plus de recherches justement sur la question créole. Mais la force du français reste parce que voilà, c'est les institutions, c'est la langue institutionnelle. Et pour la Réunion, Martinique, Guadeloupe, on dit que comme c'est la langue officielle de la France et ces pays-là sont français, donc du coup c'est la langue officielle de la Réunion. Donc du coup c'est beaucoup plus dur pour ces créoles-là dans la diglossie. Mais Haïti aussi, le système bourgeois en place, qui a toujours été en place, le système politique qui a toujours été en place, a toujours méprisé la question créole en fait. Et nous, qu'est-ce qui se passe ici? Par rapport à la revue de Criès, on essaye, comme on peut, parce que c'est difficile, on essaye de donner voix à toutes ces langues créoles qui viennent partout dans le monde. Donc chaque année, il y a des textes en créole et qui sont publiés dans la revue et qui ne sont pas traduits. Donc c'est une volonté politique aussi de ne pas traduire les créoles, de les laisser comme tels faire leur vie dans la revue. Si quelqu'un qui n'est pas créolophone décide de lire un auteur qui a écrit en créole ou de comprendre un texte, ça va faire un travail en plus et ça va faire aussi une expérience en plus avec la langue. Et voilà, bon, après on va voir aussi qu'on n'a pas beaucoup de créoles dans la revue. C'est édité à 60-70% en français. Ça, c'est un problème qu'on essaie de résoudre, mais ce n'est pas facile. Parce que quand on lance des appels à contribution, on ne fait pas de commande de texte. On lance des appels à contribution et les gens envoient leurs textes. Et malheureusement, la majorité des textes qu'on reçoit tous les ans, c'est des textes en français. Et aussi, on va parler aussi du marché en fait, de l'édition, ça il faut le dire, comment circule en fait la circulation d'un tel projet créole. Ça circule une grande partie en Europe et une grande partie en Martinique, Guadeloupe et La Réunion. Mais malheureusement, depuis 2020 que la revue est à Limoges, on n'arrive pas à envoyer ça circule plus en Haïti. Pourquoi ? Avec le problème du pays, donc la poste française, à un certain moment, ne dépose plus des colis en Haïti. On va passer on va essayer d'inclure aussi le public dans la discussion. Merci beaucoup, c'était deux interventions hyper... Après, moi qui vous connais depuis longtemps, je vois que ce sont deux interventions qui sont très... caractéristique aussi des personnes que vous êtes. On voit le côté le philosophe dans ta présentation, Erickson, et le côté de créateur et de personne qui est vraiment dans le concret de ton côté. Samson, je passe la parole au public. Si vous avez des questions, il y a un micro qui est en circulation. Et on a, bien sûr, je voulais parler de la Guyane, que tu as oublié de citer tout à l'heure. Il y a une grosse communauté haïtienne en Guyane et avec les co-organisateurs du festival d'ailleurs qui travaillent à Toulouse et en Guyane. Il y a une grosse communauté haïtienne. D'ailleurs, en Guyane, désolé, j'ai oublié, comme on parlait d'Haïti, de la Caraïbe principalement. Mais en fait, à l'intérieur de la revue, dans les premières années de la revue, on a travaillé avec une revue en Guyane qui s'appelle Une saison en Guyane. C'était des
très belles expériences aussi d'échanges entre Docryes et une saison en Guyane, et qui est maintenant Courrier Ultramarin. Ça s'appelle, ils ont un truc qui s'appelle Courrier Ultramarin aussi. Donc voilà. Ouais. Tout à fait. Pierre-Olivier Jay, il s'appelle celui qui fait la revue. Pierre-Olivier Jay, c'est celui qui dirige la revue. Ouais, je voulais juste dire, effectivement, pour le côté Guyane, donc il y a le créole, mais il y a aussi d'autres langues sur place, les langues amérindiennes. Ah, pardon, je me lève. Ah oui, parce que vous ne me voyez pas. Ah, d'accord. Ah, carrément. Ok. Et il faut un projecteur aussi, un truc comme ça? Non. Donc, je suis David Crochet, je suis le directeur de Chercheurs d'autres. Et effectivement, on travaille entre Guyane et Occitanie. Et en fait, donc, il y a ces langues-là. En Guyane, c'est une pluralité de cultures et de langues. Et il y a les langues des peuples autochtones, les langues amérindiennes. Et puis les langues des Bushinengue, qui sont une forme de créole aussi, en fait, mais à base lexicale anglophone ou lusophone, selon les communautés. Et aussi, non, moi, je voulais vous poser une question. Alors, je suis à moitié réunionnais aussi, donc j'ai ce prisme-là. Et dans ma famille, il y a eu il y a notamment un de mes frères qui a vraiment travaillé sur la question d'enseigner le créole dans les établissements scolaires. Donc, il y a vraiment eu un combat à La Réunion, comme dans divers départements d'outre-mer, à réussir à enseigner le créole, justement pour ne pas se sentir exilé dans son propre... Parce que quand on parle d'exil, effectivement, là, sur la langue, moi, je l'entends sur être exilé dans sa propre terre, avec une langue qui est alloctone, donc qui vient de l'extérieur. Et donc, je me demandais, en Haïti, on en était où sur cette question de l'enseignement? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de difficultés encore en France. Alors, pour le côté La Réunion, certes, maintenant, c'est en Guyane aussi, en Martinique, en Guadeloupe, c'est une discipline au baccalauréat. Donc, on peut vraiment l'enseigner, avoir l'enseignement dès le lycée, le collège également, mais pas encore l'école élémentaire. Et en fait, ce qui est un peu compliqué, c'est quand on parle avec des linguistes et des personnes qui qui parlent les langues natives, ce qui est compliqué, c'est que les enfants, on ne leur enseigne pas des enseignements, les mathématiques, etc., dans leur langue, mais dans une langue, donc c'est le français langue seconde. Et c'est hyper compliqué en fait de devenir bon à l'école quand on t'enseigne, je vous dis tu, hein, comme ça je parle mal, c'est comme ça. Donc quand tu n'as pas ta langue, en fait, qu'on ne t'enseigne pas les enseignements dans ta langue. Et donc je me demandais où on en était, parce qu'en Guyane, il y a eu des tests sur cette question d'apprendre le Wayana, le Teko, donc des langues, le Kalinia, des langues amérindiennes, ou la Luku, le Njuka, qui sont des langues des Bushinengue, les Noirs-Marrons qui sont allés s'échapper dans la forêt, et le créole, mais ce n'est pas encore réellement un vrai mouvement de fond de l'éducation nationale. Donc je me demandais, malgré toutes les difficultés politiques qu'il y a des écoles, et donc comment ça se passe de la petite école, on va dire, jusque chez les grands. Et pour donner un autre exemple, qui est le Sénégal, qui est un pays qui a été aussi décolonisé, et ben moi je me suis retrouvé avec des professeurs au Sénégal on était en 2010, qui ne voulaient pas changer les programmes, et donc qu'on n'enseigne pas le Wolof. C'était plus facile d'être sur le français, et donc ils avaient un logiciel qui, à mon sens, était mauvais, parce qu'à mon avis, il fallait enseigner en français, enfin en Wolof, ou en Peul, ou en Djola, selon les régions, parce que les enfants étaient mauvais à l'école. Et c'est à cause du français, en fait. Voilà. Donc je me posais cette question en Haïti, on était où là-dessus? Ça peut jouer aussi. Alors, je me permets, je pense qu'il y a un grand problème qu'il faut soulever dans la question du français en Haïti. C'est un problème du statut de la langue. Et c'est plus compliqué, est-ce une langue seconde ou une langue étrangère? Et dans les deux cas, c'est non. Donc la réponse, c'est pas une langue étrangère, parce que voilà, on est habitué avec le français, mais ce n'est pas une langue seconde non plus, parce que après il n'y a pas tant de personnes qui sont francophones que ça, vraiment francophones. Donc là, c'est déjà le problème. Et pour répondre à cette question, pendant longtemps et jusqu'à maintenant, bien sûr, le français c'est plutôt une langue de statut social. C'est plutôt à saisir du point de vue sociologique. Donc ça te donne un certain statut,
pour montrer que tu es éduqué. Mais pour répondre à cette question sur l'éducation, ça c'est le grand problème. C'est le grand problème parce que tout est fait en français, excepté le créole. Tout est fait en français, excepté le créole, c'est-à-dire tous les manuels. Mais tout s'enseigne en créole, et même le français. Et donc, c'est le prof qui fait le cours de français, il explique le cours de français en créole, mais le manuel est écrit en français, et le manuel de mathématiques est écrit en français, et ça s'explique en créole. Et le créole est enseigné en créole, mais tout simplement pour combler l'horaire, quoi. Donc, il n'y a pas des grands intérêts à enseigner le créole. Donc, on est dans deux langues, dominant-dominé, je sais pas. Oui, dans les ouvrages institutionnellement, le français est dominant. Ceux qui se parlent tous les jours, c'est le créole est dominant. Et pendant longtemps, ceux qui dominaient parlaient français, donc c'est vraiment c'est la langue de ceux qui dominent. Mais là, pour l'apprentissage, après, je ne crois pas que je sois vraiment habilité à dire si les échecs scolaires sont liés réellement au français. Il y a des études qui montrent que oui, qu'il y a beaucoup d'échecs scolaires qui sont liés en français. Mais paradoxalement, il y a un petit pourcentage qui arrive à se faire une route à travers ce système assez chaotique. On est dans le chaos. Donc, c'est juste pour dire, on pense, déjà, il y avait cette tentative de ce qu'on appelle la réforme de Bénard, cette tentative c'est 89, c'était la logique, même avant, c'était 95 déjà, faut bien tentative et tout, mais cette réforme proposait déjà ce que Bernard, un ancien ministre de l'Éducation, proposait comme un bilinguisme fonctionnel. Donc, pour lui, il fallait commencer à enseigner en créole et embrasser le français plus tard comme langue d'apprentissage et encore plus tard comme langue d'enseignement. Mais comme on parlait de statut social, c'était pas possible tout simplement parce que ceux qui appartenaient à l'époque aux classes dirigeantes ont dit tout simplement non. Non, on ne veut pas que nos enfants soient enseignés en créole. Donc, tout simplement ça, et ça n'a jamais été mis en place. Et si je peux ajouter, j'ai enseigné le créole haïtien en Haïti pendant 8 ans. Donc, ici, la situation linguistique en Haïti est assez particulière aussi. Et de l'autre côté, la situation de l'enseignement en Haïti est aussi particulière parce que contrairement en France, alors que comme disait Raphaël hier dans son intervention, on a été quand même le premier pays pendant la scission du pays avec Christophe qui avait promulgué l'éducation obligatoire et gratuite et accessible à tout le monde. L'éducation en Haïti n'est aujourd'hui, en théorie, est obligatoire. Dans la pratique, c'est un privilège parce que c'est largement dominé par le privé. Et le privé, à l'intérieur même du privé, il y a le privé-privé et il y a le privé, le privé public. Le privé, JPP, j'en passe le passé. Tu as un diplôme, estime-toi heureux. Donc il y a déjà ce problème. Et il y a un autre problème quand on parle de français, de quel français est-ce qu'on parle ? Il y a un français qui fait sens dans l'imaginaire collectif haïtien, qui va être le français, comme je disais, elle avait des mines dans le front, elle a la bouche sue, je te parle à toi, même. Donc il y a ce français, il se passe un phénomène très intéressant depuis quelques années, depuis le début des années 2000 avec la mondialisation agressive des États-Unis notamment et la démocratisation des réseaux sociaux, du téléphone, etc. On a de plus en plus
créo-franco-langlélisme, avec les classes bourgeoises qui, déjà à la fin du XXe siècle, suite à l'occupation d'Haïti par les États-Unis, s'étaient tournées vers les États-Unis avec la langue bourgeoise devenant l'anglais, puisque avec, à la chute de la dictature, un plus grand accès à l'éducation des masses, donc un plus grand accès aussi au français, quoi qu'on dise. Donc il fallait trouver une nouvelle langue sociale, et cette langue sociale aujourd'hui en Haïti, c'est l'anglais. Donc, puisque plus d'accès au français, on passe à autre chose. Le créole est certes une langue usuelle, mais dans le créole, et c'est là où c'est hyper intéressant et hyper important ce qu'il disait tout à l'heure, Samson, quand il disait si on rentre aujourd'hui, demain à Port-au-Prince ou en Haïti, peu importe en Haïti, on est des étrangers. Déjà, moi, le créole haïtien se renouvelle extrêmement vite. Déjà, moi, dans les dernières années où j'enseignais, il y avait des expressions qui m'échappaient. Quand mes élèves me disaient « Oh, madame, chadek, oui ?» je savais déjà pas ce que ça veut dire. Je ne saurais pas l'expliquer parce que je n'ai jamais appris à comprendre ce que ça voulait dire. C'était déjà des expressions qui me... Oui, ou de bois calé aujourd'hui, ou même le chawa pété. C'était déjà au moment où je perdais tout ce qui se passait dans le créole haïtien parce qu'il y avait le créole et le créole. Donc, oui. Et oui, par rapport à les... C'est même pas un jargon, c'est une Non, nouvelle c'est langue une langue. qui se crée. En fait, par rapport à la question de question de dynamisme de la langue, l'évolution de la langue, et nous, du fait qu'il y a beaucoup d'événements qui ont eu lieu en Haïti, et après chaque événement, il y a une situation linguistique qui s'émerge. Par exemple, après le tremblement de terre, on a inventé le mot goudou-goudou. Goudou-goudou voulait dire séisme. En fait, c'est le bruit qui faisait la terre en fait, sous nos pieds. Oui, voilà. C'était juste le petit aparté. S'il y a d'autres questions, ou si Samson, si tu voulais... Oui, en fait, par rapport à la situation scolaire de la langue, par exemple, moi, j'étais dans une école privée, justement, on parlait de privé, j'étais vraiment dans une école privée, hein, c'est pas privé-public, et où, au début, en fait, moi, j'ai vécu ça, j'avais des symboles, on avait des symboles, si justement, des jetons, si on parlait créole dans la salle. Et ça, c'est particulier, en fait, parce que je suis arrivé à La Réunion, on m'a raconté la même histoire. Je pense que c'est partout où la fois s'est passée, en fait. Ici aussi, avec l'Occitan. Ben oui, partout où la fois s'est passée, tu vois, que tu parles une autre langue, on te punit, quoi. On te punit parce que cette langue-là n'est pas une langue, il ne faut pas le parler. Et moi, ma génération, je l'ai vécu. J'ai vécu le symbole, même si on a appris très tôt... Ouais, c'est le côté paradoxal. Hein. Même si là où j'étais à l'école, on a appris très tôt le créole. Il y avait quand j'étais à l'école primaire, il y avait des manuels en créole où on apprenait le créole. En fait, il y a des cours de créole, vraie grammaire de créole en fait quand j'étais à Saint-Martial. Et à un certain moment, ben, heureusement, on nous tapait aussi. Hein. Mais à un certain moment, durant ma scolarité, ça a été interdit. Et donc, du coup, à la fin de ma scolarité, on avait beaucoup plus de liberté par rapport au parler créole. Après, en arrivant à l'université, donc à l'université, c'est l'endroit où on expérimente justement la langue d'une manière scientifique, la langue créole. Donc, du coup, on parle, c'est une langue de revendication, en fait. À l'université, tu embrasses cette langue-là comme langue de revendication. Parce que le français, si on veut combattre en fait le colonialisme français occidental en fait sur l'île, il faut aussi s'approprier de sa propre langue, le créole, qui a une langue de combat, qui a une langue de militantisme. Donc, à l'université, bon, comme on n'a pas une grande capacité d'accueil à l'université en Haïti, mais il y a quand même quelques efforts. Notamment, je crois qu'il y a des étudiants qui ont fait leur mémoire en créole à un certain moment. Et ça, je trouve ça intéressant. Bon, c'est peu hein, pour un pays, mais c'est quand même très intéressant, pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Est-ce qu'on a quand même eu quelques exemples que nous, on connaît bien, si vous avez besoin de contexte historique aussi? Donc, n'hésitez pas. Pas tous en même temps. Oui, bonjour. C'est à propos de la langue et de l'exil. Alors, je trouve que l'exil, c'est vraiment quelque chose qui est difficile parce que dans exil, il y a ex.
Donc, le fait d'être expulsé, de sortir. Mais paradoxalement, s'il y a un ex, une fois qu'on arrive à l'extérieur, il y a un in. Donc, on est dans un autre pays et c'est là que l'aventure commence. Et comment est-ce qu'on va s'inscrire dans cet autre pays? Et il y a souvent des avantages, en fait. Parce que le fait d'être à l'extérieur nous oblige à bien connaître le pays d'où on est parti. Parce que pour pouvoir échanger avec l'autre, il faut déjà bien posséder ce que l'on a. Moi, je ne me suis jamais autant renseigné sur Haïti que quand j'étais à l'extérieur d'Haïti. Parce qu'à l'intérieur d'Haïti, je n'avais pas un besoin, un besoin urgent. Mais une fois que je suis à l'extérieur, tu vois, si on me dit Haïti, est-ce qu'il n'y a pas des filles avec des colliers à fleurs? Je me rendais compte qu'on confondait avec Tahiti. Et là, donc, je suis obligé de... Ah oui, c'est là où il y a eu la bombe et tout ça. Je dis non, c'est Haïti. Donc, je suis obligé de situer. C'est dans les Caraïbes, c'est entre Cuba et puis la Jamaïque et Puerto Rico, alors qu'avant, je n'y pensais pas. Et puis, c'est pareil pour le vaudou. Si on me pose des questions, parce qu'il y a énormément de fantasmes sur le vaudou et les zombies, du coup, je vais bien étudier ça. Et puis, bien sûr, pas seulement les livres, mais me poser des questions. Ça m'oblige à me renseigner pour apporter des réponses. Est-ce que le créole est une langue? Est-ce qu'il y a une littérature en créole? Alors, du coup, j'ai jamais autant travaillé sur la littérature créole parce que j'étais confronté aux questions qu'on me posait. Et puis, pour plein de choses, ça permet, si on connaît bien chez soi, on peut bien échanger avec l'autre. Et donc, c'est le côté positif de l'exil. Et puis, souvent, dans les cas de pays où il y a de la stabilité, ça permet à la création d'avoir de bonnes conditions pour s'exprimer. Elle n'est pas menacée par l'insécurité. Et puis, ça permet aussi de faire connaître la culture haïtienne qui est extrêmement riche, parce que c'est une culture, c'est une véritable alchimie d'héritage africain, européen, et d'enracinement dans la partie caraïbe et latino-américaine de l'Amérique. Et tout ça s'est brassé avec deux langues officielles. Donc, l'une qui est plus répandue, c'est le français pour la communication avec les pays étrangers. Et puis, bien sûr, le créole. Et donc, ça permet comment dirais-je, de bien exprimer la culture et puis de faire connaître aussi la culture haïtienne à l'étranger. Parce que si on reste là-bas, c'est plus difficile. Mais une fois qu'on est ici, on a un tremplin qui nous ouvre vers... voilà. Donc, je trouve que ça peut être le côté positif de l'exil. En fait, pour prendre une image, je dirais, parce qu'il me semble que si on est toujours dans la nostalgie de l'exil, ça ferait comme si on avait un rétroviseur plus grand que le pare-brise. Donc, je trouve que c'est bien de ne pas oublier le rétroviseur, mais de regarder aussi ce que le pare-brise nous offre. Merci. Merci. Oui, après cette métaphore, elle est forte. Hein. Oui, mais c'est ce que j'ai. Merci déjà, mais c'est ce que j'ai essayé d'expliquer aussi. Dans la problématique de l'exil, c'est aussi cette impossibilité d'être vraiment en dehors. Parce que, voilà, on nous pose tous les jours des questions à la base qui ne nous intéressent pas. Même pas au passé, hein, même au présent, il y a des questions qui ne nous intéressent pas. Et on devient ambassadeur d'un pays malgré soi.
Malgré soi, on devient ambassadeur dans le pays. Et j'aime bien, il y a un jeu de mots que j'aime bien, mais c'est un jeu de mots sérieux. Dans l'exil, comme tu as souligné, ex en dehors, mais Haïti, c'est une île. Et c'est ex-île, en dehors de l'île d'Haïti. Mais là, cette problématique, peu importe la déclinaison qu'on peut considérer pour l'exil, c'est l'impossibilité, et c'est ce que moi je vis, que d'autres personnes vivent, c'est l'impossibilité d'explorer ce ex et aussi de vivre pleinement ce in dans la terre où l'on est. Anecdote personnelle, je suis arrivé, j'étais ici en 2017, puis je suis retourné en Haïti, puis je suis revenu en France en 2022. Et je suis venu pour 2 ans. Malgré c'était déjà chaotique, je suis venu pour 2 ans. Et puis entre-temps, il y a plein de choses. Et il y a mon épouse qui est arrivée par la suite parce qu'elle, contrairement à moi, elle était contrainte de partir. Et là, je peux retourner en Haïti. Donc, je peux retourner, mais déjà l'impossibilité entre pouvoir et pouvoir, vraiment. Et je peux retourner, il n'y a pas d'interdiction et tout. Exactement, mais je sais que je ne peux pas retourner pour y vivre. En tout cas, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Et c'est un peu ça aussi, cette problématique. Et cette problématique est beaucoup plus complexe, c'est ce qui fait la différence avec le voyage. Le voyage, on le planifie. Il y a une perspective. Donc, ce n'est que l'année dernière que j'ai décidé de dire comment est-ce que je vais faire pour continuer à exister en France. C'est-à-dire à explorer ce in. Parce que le projet, c'était encore vers le ex, voilà. Comment explorer ce in, ça vient tout récemment. Et là, par l'exil aussi, c'est le fantasme permanent du retour. C'est le fantasme permanent du retour. C'est encore la différence. Le voyage, je sais bien que je vais partir. Je vais vivre 10 ans à l'étranger et je vais revenir ou ne pas revenir. Là, c'est une décision. Mais l'exil, c'est quand est-ce que l'occasion va se présenter pour que je rentre dans mon pays. Et c'est seulement par ce fantasme, on perd en quelque sorte cette possibilité, la pleine possibilité d'explorer ce qui est sur place, qu'est-ce que je peux faire ici, parce que on se pose la question, est-ce que je peux m'engager, est-ce que je peux trop m'engager et ne pas pouvoir retourner quand la possibilité se présente? Généralement, on n'a pas envie de faire ça. On n'a pas envie de faire ça. On a peur d'être piégé alors qu'on est piégé. Donc, c'est un peu ça le problème de l'exil, de vivre en dehors du pays malgré soi. Donc, c'est ça. Tu voulais ajouter quelque chose, Samson? Ouais, en fait, Raphaël Lucas, merci beaucoup. Hein. Et il faut savoir que, je ne sais pas si vous connaissez Raphaël, il a beaucoup travaillé notamment sur la question créole, la problématique de la question créolité, justement, qui est née en Martinique, et par rapport à la créolité haïtienne ou à la créolité rayonnaise. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que, par rapport à mes expériences, là, tout ce qui se passe en Haïti, moi je ne suis pas trop actualité en fait. Je regarde que rarement l'actualité sur les réseaux, j'écoute pas de radio, rien. Mais je vis ce qui se passe en Haïti depuis que je suis ici, notamment par rapport à la revue de Créiès, par rapport aux textes et aux œuvres d'art qui ont été créées en Haïti dans le chaos de Port-au-Prince. Donc on sent ce qui traverse, et là on se dit waouh, il y a ça qui se passe. Alors que si j'étais dans le pays, je le verrais, quoi. Je n'allais pas me poser cette question. Mais là, quand ça te frappe comme ça dans un texte poétique avec une telle intensité,
c'est comme l'impression que tu n'as jamais vécu ça, en fait. Alors que j'ai vécu des situations très graves en Haïti. Hein. On a vécu des périodes très bouleversantes en Haïti. Hein. Mais là, quand tu vois ça, justement, par rapport à des textes, par rapport à des œuvres, à de la peinture et tout, qui t'arrivent constamment par rapport à la revue d'Ocriès, tu prends conscience de ce qui se passe vraiment, de ce qu'il y a toujours vraiment, du mécanisme, en fait, mis en place et pour que Haïti soit dans cet état-là. Et ceci, c'est parce que, justement, c'est par rapport à ce recul-là. Le recul, c'est-à-dire je suis en France, je ne suis pas en Haïti, donc du coup, j'observe à travers quoi? À travers la poésie, à travers l'art. Et là, quand tu observes à travers ces prismes-là, tu reçois les choses crues dans la gueule, quoi. Désolé l'expression. Mais voilà, c'est ça, je voulais juste pour te dire, oui, c'est... Moi, je voulais juste ajouter sur ce sujet, c'est extrêmement intéressant parce que, notamment, comme il le dit, Erickson, des fois, ces questions-là ne nous intéressent pas. Mais comme on est, en tant que personne exilée, on se perçoit, mais on est perçu. Et quand on, et quand on vient du Sud global et qu'à fortiori, on est perçu non blanc, on ne peut exister en dehors de la violence. On ne peut exister en dehors de cette vision de l'exil. Je ne peux pas avoir délibérément choisi de venir m'installer en France parce que, voilà, je sais pas, j'aime bien les Champs-Élysées. C'est pas le cas, mais ça ne va pas dans la vision de ma réception en tant que personne, parce que je pars sans altérité dans la manière dont je suis reçue. Comme je ne suis pas une personne douée d'agentivité et d'altérité, je ne peux être que ça. Et c'est pour ça qu'on est dans la mise en scène de notre violence. Donne-moi de la violence. Qu'est-ce qui se passe chez toi? On a tué qui chez toi? Parle, dis. On a violé qui? On a tué qui? Barbecue, tu connais? Haïti, c'est 27 750 km² quand même. Non, je ne connais pas barbecue, mais oui, je le connais, vous me l'avez tatoué sur la peau, si vous voulez. Donc, il y a cette réception aussi de... Et du coup, comme on a besoin d'exister dans cet exil, dans ce in, et que ce in ne nous permet d'exister que par le rappel constant de notre ex, on est obligé d'être dans ce... En fait, on est figé dans le temps. On est... Exactement, ça fait 5 ans que je n'ai pas mis les pieds en Haïti, mais je dois savoir ce qui se passe en Haïti parce que je ne peux exister ici que par le prisme de ce qui se passe actuellement en Haïti pour être dans une mise en scène d'Haïti constante. Donc, bon, bref, mais c'est pas ça le sujet. Si jamais il y a des questions. Oui, je me présente, Jean-Louis Durand-Drouin, les saisons du Vieux Château à Vic-sur-Breuil. Et pour me présenter, je dirais qu'il y a une douzaine d'années, nous avions organisé une saison haïtienne autour de Sébastien Jean, peintre, James Noël, qui était là, et les films... Sébastien Jean, peintre, James Noël, poète. Et les films de Raoul Peck. Donc c'était 2 ans après le tremblement de terre. Alors ma question, c'est plutôt l'exil pour porter autrement le chaos du pays. Là, moi j'ai trouvé très intéressant les différentes interventions et à quel point la culture est importante pour se situer soi-même et pour faire société. Et dans la culture, la question de la langue. En même temps que vous avez développé, parce que nous sommes des intellectuels, un certain nombre parmi nous, et donc c'est très naturellement qu'on se raccroche à la culture, ce qui est fondamental. Maintenant, l'exil pour porter autrement le chaos du pays, un pays, c'est une culture, c'est une langue, mais c'est aussi un projet, c'est aussi une perspective, c'est aussi faire société, c'est travailler ensemble à la construction d'une nation en s'appuyant sur sa culture, sa langue, mais c'est aussi un projet économique, social, politique. Et là, comment vous, Haïtiens en exil, vous portez cette dimension-là? Voilà, c'est complémentaire, enfin, c'est articulé à la culture, bien sûr, mais c'est quand même un aspect évidemment important. Et je dois dire que ce petit pays qui est Haïti a une grande culture, et ça, quelles que soient d'ailleurs les disciplines. En même temps, pour ceux qui ont eu l'occasion d'être confrontés un peu à la réalité haïtienne, et vous l'avez un peu évoqué là tout de suite, c'est la grande interrogation, c'est vers quoi ce pays peut aller et comment reconstruire une perspective de pays, enfin
avec un État, avec une société qui s'articule, avec ses contradictions, avec ses majorités, ses minorités, avec sa diversité. Mais moi, la grande interrogation, c'est où va ce pays? Où va ce pays? Alors, voilà, donc c'est un peu, alors, mais dans sa dimension plus sociologique et politique, et pas seulement culturelle, qui est fondamentale. Et heureusement que vous avez cette culture, parce que finalement, elle permet de sauver presque tout le reste. Mais enfin, c'est le reste. À côté de la culture, comment on fait avec le reste? Alors, moi, je vais commencer par la dernière question. Où va ce pays? J'en sais rien. J'en sais absolument rien. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Alors là, je vais parler, par exemple, d'un de mes projets personnels, j'en dis personnels que je mène avec un groupe, bien sûr. Mais pour remonter un peu, j'ai fait mon master de philosophie en 2017. J'ai travaillé sur l'histoire par le bas pour une autre identité politique et tout. Et je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est problématique d'histoire, d'historiographie, de mémoire et tout. À partir de ça, j'avais monté bien sûr un collectif qui s'appelle Compte et Mémoire. On a essayé de voir comment on peut travailler sur la mémoire et rendre cette mémoire moins académique, rendre la circulation de cette mémoire plus accessible, plus facile, de manière moins académique. Donc le but, c'était, et c'est encore un projet en cours, c'était de travailler sur les faits historiques, peut-être des faits cachés, mais de les transformer en contes et organiser par la suite, c'est-à-dire faire l'histoire du pays à travers le conte. Ça a été ça. En 2021, on a organisé un festival qui s'appelle Traces et Mémoire. Et là, on a expérimenté un peu le projet. Ce n'est plus possible de reprendre, en tout cas pas pour l'instant. Et ça a transformé un petit peu, parce qu'il y avait cette question, mais que faire d'une mémoire activée? Est-ce qu'on active une mémoire tout simplement pour l'activer? Que faire? Et alors, j'ai fait un autre master, c'est un master en projet culturel et artistique international, et j'ai travaillé sur le théâtre comme art et cadre de résolution de conflits. J'ai dit le théâtre, mais ça concerne les arts de la scène. Et après, dans un projet pratique, j'ai fondé, avec quelques amis, collègues, une association qui s'appelle Association Le Nœud Bleu. Donc, je vous encourage bien sûr à la visiter sur les réseaux sociaux. Et ça s'appelle Association Le Nœud Bleu. Et qui a un objectif, c'est travailler sur la construction et la consolidation de la paix par le bas. Par le bas, par les actions citoyennes, parce que nous n'avons pas les pouvoirs et les compétences gouvernementales. Nous n'avons pas les compétences gouvernementales, donc on agit par le bas. Et le but, pour répondre à cette question, le but c'est sensibiliser les jeunes, les plus jeunes, les adultes et même les personnes de troisième âge aux problématiques liées à la violence. Parce que la question de la violence qui se manifeste là, maintenant, par les armes et tout, mais c'est une problématique qui est ancrée dans l'existence même de notre société, dans notre parler, dans nos actions, dans les façons de faire. Haïti est une terre de violence. Ça a toujours été le cas. Et pour nous, il y a plusieurs projets. Par exemple, là, il y a un projet d'éducation à la paix et à la tolérance. Donc, le but, c'est de travailler avec des enseignants et des éducateurs qui, eux, vont travailler avec les enfants les plus jeunes pour les enseigner, comment dirais-je, mais pour leur donner des outils, pour les sensibiliser à ces questions,
pour éviter la répétition de certaines violences systémiques ancrées, on essaie vraiment de faire un travail à la base sur les citoyens. C'est ce que nous pouvons faire. On peut faire un peu aussi des plaidoyers. On essaie de faire ça, de travailler avec les plus jeunes et que ce soit accepter que l'autre, je sais pas, peut être différent. On sait bien que je suis comme ça et toi tu peux être comme ça. Tu peux être différent, il n'y a pas raison pour que je te dise des trucs ou je te fasse des trucs. On essaie de faire ça déjà dans les écoles. Là, nous avons essayé de faire ce qu'on appelle, ce que nous appelons une plaidoirie collective contre la violence. Et il y avait un concours, je dis non aux violences. C'est un concours de plaidoirie, mais nous avons invité des jeunes à tourner des vidéos et nous les avons postées sur les réseaux sociaux et tout. Il y avait toute une activité autour de cette problématique, c'est-à-dire nous sommes de la sensibilisation contre la violence. Là, notre champ d'intervention, c'est évidemment la construction, ce que nous appelons la construction de la paix par le bas. Je dirais un peu comme Kafka, il y a une infinité de possibilités dans ce monde, mais pas pour nous. Je considère que peut-être cette paix dont je rêve, je la verrai pas, ou peut-être je la verrai dans mon troisième âge, mais j'espère que les populations, les jeunes, les enfants de 4, de 5 ans, quand ils auront mon âge, ils ont déjà été sensibilisés à des problématiques de la paix, c'est-à-dire éviter les discriminations, accepter les gens, ne pas se faire justice, mais en plus, ça c'est notre travail. Maintenant, il y a un autre travail pour qu'il n'y ait pas de violence, pour qu'il n'y ait pas de vengeance, il faut qu'il y ait aussi des institutions fortes. Et là, nous pouvons aussi être dans le plaidoyer, dans la plaidoirie pour que ça arrive, mais là, nous ne pouvons pas vraiment décider là-dessus. Donc, ça, c'est de manière, c'est-à-dire dans cette dimension. Nous essayons de faire un travail pour qu'il y ait une autre société de la part des citoyens, espérant bien sûr que ces citoyens, quand ils auront brigué des postes, ils prendront en compte les dimensions politiques. Nous essayons aussi de mener des plaidoiries pour qu'il y ait des institutions sérieuses et fortes. Ce sont des actions politiques que nous menons au sein des actions sociales et politiques que nous menons au sein de l'association Le Nœud Bleu. Donc il y a plein de projets. Donc nous allons installer à partir d'octobre des clubs avec des jeunes pour réfléchir sur les problématiques de la paix et tout. Nous, il y a une intervention, il y a des interventions qui sont prévues par la culture, par la danse, par le théâtre, par autre chose, pour sensibiliser les gens aux problématiques liées à la paix, et aux violences au pluriel, bien sûr, et à toute forme de violence. Mais ça, c'est ce que nous pouvons faire par le bas. C'est toujours prendre les choses par le bas, mais aussi essayer de dire il faut que le problème se pose aussi par le haut. Mais le haut se trouve où? Eh bien, ça, c'est le problème. C'est-à-dire, là, le problème avec Haïti maintenant, si on veut revendiquer, on s'adresse à qui? Parce que le haut, on a l'impression que le haut est plus bas que le bas. Donc, voilà, on s'adresse à qui? Donc, et pour info, nous avons un conseil présidentiel de 9 membres, donc on ne sait plus qui est le président. Et donc, voilà, moi, ce serait bien d'avoir, je sais pas, 10 membres, un président par département, ou 11 membres, ou peut-être 12 membres pour les artistes, ou peut-être 13 membres pour les... Je ne sais pas, mais on a un conseil présidentiel et des conseillers qui sont impliqués dans toutes sortes de choses, quoi. On ne sait pas à qui s'adresser. On ne sait pas à qui s'adresser.
La Cour de cassation, il n'y a pas d'institution. Il n'y a pas d'institution. Je viens de voir, par exemple, que des maires ont été nommés récemment. Donc, il n'y a pas d'élection, il n'y a rien. Donc, le problème maintenant, c'est ça. C'est à qui s'adresser. On peut maintenant essayer d'entreprendre, de faire des activités. Ce sont des activités citoyennes par le bas. Mais qui va donner sens à tout ça? Et comment? Et le grand dilemme, c'est ça. Le grand dilemme, c'est ça. Il n'y a pas d'institution. L'État n'existe pas, le haut n'existe pas. Donc, la vision collective n'existe pas. Et en réalité, la plus grande vision que partage la majorité des Haïtiens pour maintenant, c'est fuir. C'est fuir. Je voulais... les interventions sont super intéressantes. Juste dire qu'on a une petite contrainte de temps. C'est tout. Et oui, c'est intéressant tout ça. Mais aussi, il faut savoir que Haïti est victime de la plus grande, d'une manière politique, de la plus grande invention de l'Occident. Ce n'est pas bombe atomique, c'est la corruption. À partir de l'occupation américaine, après l'occupation américaine, toutes les institutions politiques, les hommes, les femmes politiques du pays ont été corrompus. Et ce virus-là, ils l'ont injecté dans les veines de ces politiques et ce virus-là traverse toute la population. Ben, on disait que, en fait, pour que ça change déjà en Haïti, il faut couper les ponts avec l'Occident, déjà, premier. Essayer de couper les ponts avec l'Occident, ce qui est difficile. Et deuxièmement, écarter tous les gens qui ont un rêve de faire carrière de la politique. Une fois que quelqu'un, un Haïtien ou une Haïtienne, décide d'aller dans la politique, le virus de la corruption lui tombe dessus. Donc du coup, c'est impossible, j'ai envie de dire, au point de vue politique, ce qu'on attend en Haïti, là, c'est impossible, en fait, on va dire pour maintenant, c'est impossible. Oui, on va avoir peut-être des petites paix passées par là, mais il y aurait jamais un système stable en Haïti si on continue dans le système occidental. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière? Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Une dernière question. Ou intervention, c'est pas obligé d'être une question. Dire quelque chose par rapport à ça nous colle à la peau que vous avez dit. Moi, je ne parle pas en mon nom, là, je parle au nom de ma fille qui est haïtienne, qui a la même couleur de peau que vous et qui a ce devoir de parler d'Haïti, même si elle est adoptée, même si elle est française, quoi. Je voulais vous le dire parce qu'on lui demande tout le temps d'où elle vient, tout le temps. Alors, quand elle était petite, elle avait trouvé une solution. Elle disait, bah, tu vois, la clinique Saint-Hilaire, tu tournes à gauche, et ben je suis là. Mais il y a des défenses tout le temps à trouver, parce que, comme vous dites, vous ne pouvez pas porter tout le temps le chaos sur vous de ce qui se passe actuellement. Par rapport aussi au cheminement des livres, ça c'est une autre chose, mais c'est vrai que là, moi, je suis partie en septembre. J'ai pu m'envoyer 2 colis de livres par cette chose que proposait la Poste française, livres et brochures. 5 kilos de livres pour 15 balles. Pour 15 €, ce qui était vraiment très correct. Et bien, ils ont enlevé ça, non seulement sur Haïti, mais sur le Sénégal, partout. Là, depuis juillet, tout est arrêté. La culture ne peut plus circuler par les livres. C'est une chose très grave, même d'ici, quoi. Donc, je voulais dire ça. Je ne sais pas comment trouver les moyens pour envoyer des livres, pour en recevoir. Monsieur demandait hier s'il y avait des ouvrages créoles et tout. Il faut savoir... Voilà, il faut se connecter pour qu'on puisse savoir. Voilà, la revue, ça c'est une chose, c'est une belle chose déjà qui nous est accessible, puisque c'est ici en plus à Limoges. Mais c'est très 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 problématique. Donc tout ça, il y a des questions qui restent en suspens. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on va s'en sortir? Comment Haïti va s'en sortir? On laisse la question en suspens. Merci beaucoup. Vous avez été le meilleur public qu'on aurait pu espérer dans le cadre de ce festival. Je rappelle que... D'accord. Alors, je prends une minute juste pour dire
si les gens avaient su, ils auraient pu te poser aussi des questions sur Haïti. Alors, c'est juste pour dire, si vous avez des questions sur Haïti, vous pouvez demander à Sylvie les mêmes questions que vous aimeriez nous poser. Parce que Sylvie... Pas les mêmes émotions quand je vais là-bas. Je suis fière de pouvoir aller là-bas. Et je me dis, j'ai une tâche à accomplir. C'est un projet théâtre. Ben, C'est vrai que j'ose y aller et je ne remarque pas cette oui, mais tu peux... Mais dans la langue... d'autres choses. Mais tu peux parler aussi de tes trajets à moto avec des jets de pierre, de bouteilles et tout. Ça parlera un peu d'Haïti. C'était juste une petite parenthèse. Aussi, au lycée français, quand j'interviens, ils ne parlent pas du tout créole. Les enfants habitent ici, enfin, habitent à Port-au-Prince. Ils ne parlent pas créole. Quand ils vont en vacances le week-end, ils vont à Miami, quand ils peuvent sortir. Il y a des choses, et j'essaie de faire rentrer les contes de Mimi en créole, quoi. Et c'est vraiment une demande aussi des professeurs et tout, qui y vont tout doucement, mais il n'y a pas le créole. Alors qu'ils pourraient faire intervenir, je sais pas, Eliezer, James and Félix, des gens qui viennent lire les écrits d'Haïti en français créole et en créole réel. En français créole, parce que des écrits français créole, vous n'avez pas parlé. James and Félix écrit en français, mais il écrit en créole. Alors, rendez-vous cet après-midi à 1h30 parce que, comme vous le savez, notre festival, c'est aussi des films. Et on aura, contrairement aux 2 premiers jours, on a eu de belles discussions quand même. Je suis contente que même si on n'avait pas les réalisateurs et réalisatrices avec nous, on a eu de belles discussions. Mais aujourd'hui, on sera gratifié de la présence du réalisateur Samuel Suffren qui nous a aidés dans le choix de tous nos films. Merci encore une fois à notre co-organisateur et merci à vous. Bon déjeuner. Parce que
Combien de balles manger? Ouais, et David a cherché boisson. Qui côté n'a mangé dans la bibliothèque là même? Ou bien dans le restaurant bibliothèque là? Dans le restaurant. Oui, et on y va, les Mounes, les Haïti 221. Les Haïti 221 noirs. Pi bon zami fontier, c'est la mer. Et pour Vague li pote l'espoir. L'espoir, la vie l'autre côté. Ouais, s'ils envoient des choses. Ah oui. Je me dépêche de rentrer à vite là parce que toutes les routes vont être barrées là. Bon, pourquoi? Le tour de France, pas le Tour de France, le Tour Oh, le tir de Limousin. Ouais, ça, il passe là. Bon, moi je vois les infos par les réseaux sociaux. Oui, tu vois, s'ils envoient des trucs. Ouais, effectivement, après c'est pas la peine de se plaindre qu'on n'a pas l'info. Ils veulent Si on venir met pas voir, son contact. ils veulent venir voir dans la journée là au vieux château, Ouais. parce qu'ils connaissent pas. S'ils veulent refaire un festival là-bas. Ah bah c'est super. C'est super, c'est les amis. On pourrait les accueillir. Hein. Ouais, ouais.